Hello à tous et bienvenue sur le podcast Les Soleils Intérieurs, un podcast dédié à la découverte de soi à travers le bien-être et la santé mentale. Je suis Enora, je suis Elwen et nous sommes deux sœurs passionnées par les sujets de santé mentale et la place du bien-être au quotidien. Dans ce podcast, on a le plaisir d'accueillir des invités inspirants, des kinésiologues, des professeurs de yoga, des sophrologues, des masseurs ayurvédiques, des psychogénéalogistes et bien d'autres praticiens dédiés à l'épanouissement personnel. Après avoir traversé des épreuves comme des burn-out, des reconversions ou encore des accidents de la vie, ils ont tous en commun la quête profonde de sens. Ils ont ensuite façonné leur propre chemin et trouvé leur manière de rebondir. À travers ces entrevues, on va plonger ensemble dans leur parcours unique. Découvrons ce qui les a conduits à embrasser leur pratique et comment ils l'appliquent pour enrichir la vie de ceux qu'ils rencontrent. Au fil des conversations, nos invités partagent généreusement leurs conseils pratiques et leurs rituels bien-être conçus pour être intégrés facilement dans ton quotidien. Que tu sois en quête de sérénité intérieure, de méthodes pour gérer le stress ou simplement curieux d'explorer de nouvelles pratiques pour nourrir ton esprit et ton corps, les soleils intérieurs, c'est ton shot de bienveillance et pourquoi pas l'ouverture à de nouvelles pistes pour une meilleure connaissance de toi. Alors prépare-toi à être inspiré, à découvrir de nouvelles perspectives et à prendre des habitudes qui transformeront, nous l'espérons, ton bien-être au quotidien. Et maintenant, place à l'épisode. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Aaron Vial sur le podcast Les Soleils Intérieurs. Aaron, il a eu une autre vie avant d'être médium. Il était restaurateur sur le port de Nice. Et avec le Covid, comme beaucoup de gens, il a eu pas mal de temps pour lui. Ce temps-là, il en a profité pour le passer un petit peu sur les réseaux sociaux. Et un jour, il tombe sur la vidéo d'une dame. Et cette dame tire les cartes. Et pendant ce tirage, une voix lui murmure qu'il peut faire mieux. Et lui conseille lui aussi de commencer à transmettre des messages. Le lendemain, il achète un tarot de Marseille et il se met lui aussi sur les réseaux sociaux. Très vite, des messages lui parviennent, des souvenirs aussi, mais ces souvenirs, ce ne sont pas les siens. C'est alors là qu'il prend conscience qu'il a un réel don de médiumnité et qu'il décide de le mettre au service des autres. Dans ce podcast, Aaron il nous partage sa vision de la médiumnité en toute bienveillance. Il nous raconte comment se passent ses séances et il nous parle aussi de sa récente expérience comme animateur d'un atelier au château de Fougeray. Très bonne écoute. Bonjour Aaron. Bonjour Enora. Écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui sur le podcast Les Soleils Intérieurs. On est vraiment super contente surtout que tu es surbooké. Ah non, faut arrêter avec ça. Merci à toi de me recevoir parce que c'est toujours pour moi un honneur de venir échanger sur mon expérience et puis partager. Je pense que c'est l'essence même de la vie, d'échanger, de partager plein de choses, vraiment. Ouais, on est vraiment super contente. C'est moi qui te remercie de me recevoir. Vraiment, dans ce magnifique endroit. Et dans ce boudoir, on va dire. Ça me fait plaisir que tu apprécies le lieu. C'est très joli, c'est très très sympa. Merci beaucoup. Merci à toi, vraiment. Pour mieux te connaître, est-ce que tu accepterais de te présenter un petit peu? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, tu es médium. Oui. Enfin, je ne sais pas si tu te considères, enfin, tu t'appelles comme ça. Oui, je suis médium. Et est-ce que, justement, tu pourrais nous parler de ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais avant? Comment est-ce que tu as découvert ta médiumnité? Raconter un petit peu ton histoire. Allez, on démarre. On veut tout savoir. Moi, j'étais restaurateur pendant 10 ans sur le port de Nice. Et comment expliquer? Arrive le Covid et nous les restaurateurs en fait on a une chance incroyable, on est à la maison sans rien faire et surtout moi je suis bien et je ne fais rien et en fait je suis dégagé de ce tumulte de la vie comme je dis toujours et qu'est-ce que je fais? Je me mets sur les réseaux sociaux. Hasard ou pas, au début je fais des petits génériques de dessins animés, je chante des génériques de dessins animés. J'adore. Mais c'est une autre vie, voilà. Et en fait passe un direct où il y a des dames qui tirent les cartes et puis j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit tu sais cette dame elle ne respecte pas la personne d'en face, tu peux faire mieux, va acheter un jeu de cartes et tu peux faire mieux, ça va changer ta vie. Wow. Ne me demande pas pourquoi le lendemain je suis allé acheter un jeu de cartes. Je suis allé acheter le tarot de Marseille. Ok. Je me suis mis en direct, comme ces dames qui tiraient les cartes. Et en fait, au moment où j'ai touché les cartes, j'ai eu des souvenirs qui m'appartenaient pas. Ça aurait pu me faire peur, pas du tout. J'étais très enjoué de recevoir en fait ces souvenirs, comme je dis toujours, c'est dîner avec des belles-mères, mais c'est pas mes belles-mères, c'est pique-nique, c'est vacances à la mer, mais c'était pas les miens. Je me suis très vite rendu compte que
c'était des défunts en fait qui me donnaient des indications sur un mode de vie et sur les fameux signes de reconnaissance du présent. Et j'ai décidé en fait de mettre cette belle capacité au contact médiumnique et au contact avec les défunts, avec les envolés comme je les appelle, car je voulais pas en fait avoir une d'aussi belle capacité pour est-ce que mon ex va revenir ou est-ce que je vais déménager. Alors on peut les défunts me le donnent, mais et il y a des gens qui le font très bien, mais c'est pas mon chemin. J'avais pas envie d'aller sur ce terrain-là. Et puis je me suis dit, parce que je me suis un peu intéressé à la médiumnité, et puis je me suis dit tiens, on peut recevoir les messages par écriture automatique, et ben j'ai essayé l'écriture automatique et ça a loupé. Je fais du gribouillage automatique, mon stylo est parti un peu dans tous les sens, et je me suis rendu compte en fait que j'étais un peu comme un TCiste. Alors je sais pas si vous savez que c'est un TCiste, eh ben, je vais vous expliquer. C'est des personnes qui reçoivent des voix de l'au-delà en enregistrement avec des radios quand ça brouille. Avec les fréquences? Avec les fréquences, voilà. D'accord. Un peu comme on voit dans les films, des choses comme ça. Et en fait, moi, quand mon stylo tape sur le papier, j'ai un espèce de bruit du crayon qui frappe. Et ce bruit, en fait, ce griffonnage, en fait, me permet d'avoir, en plus de les voir, des sons, des mots, des visions et des ressentis en fait très précis. Voilà, que dire d'autre? Et avant ça, tu n'avais pas eu du tout de contact, tu savais ce que c'était? Oui, la médiumnité, je savais que ça existait. J'avais fait des soirées en fait au restaurant avec écrit Le Retour de Madame Irma, où j'avais découpé les cartes sur Femme Actuelle. Alors on l'a tous fait. Et voilà, c'était plus ça pour moi, la médiumnité, c'était plus ça. Et en fait là-haut, ils m'ont fait comprendre que non, on peut avoir autre chose. Et surtout, ça peut être une belle capacité, et surtout ça peut être quelque chose pour permettre de transmettre des jolies choses et pas que dans la lourdeur des choses. Moi j'ai une chance incroyable, c'est que ma médiumnité elle est pas lourde. Mais c'est toi aussi qui as choisi qu'elle soit légère. Exactement. Déjà les défunts, alors sauf dans les cas particuliers, je ne veux pas qu'ils me montrent comment ils sont partis. On résume pas la vie de quelqu'un à sa mort. C'est juste un claquement de doigts, la mort de quelqu'un et sa désincarnation. Donc pour moi c'était important que les défunts en fait me montrent ce que leur descendance ou leurs enfants, petits-enfants, parents me montrent. Tu vois, t'étais là il y a quelque temps, j'étais à côté de toi et je sais que t'as fait ça et j'étais à côté de toi et je suis très fier de ça en fait. Voilà, pour moi c'est vraiment ces signes du présent sont très importants pour moi, avec un peu les signes du passé, et le top c'est quand il y a les trois avec un tout petit peu de voyance, mais ça c'est la petite cerise sur le gâteau en fait. D'accord, c'est incroyable. Donc tu n'avais jamais rencontré de médium, jamais eu affaire à la voyance, et ça t'est tombé dessus entre guillemets pendant le Covid. Exactement. Et c'est là où tu as décidé de t'y mettre. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un exercice, tu disais par exemple que tu avais essayé de l'écriture automatique, que ça ne fonctionnait pas. Donc combien de temps, je dirais, t'as pris pour pouvoir prendre en main ce don, cette capacité? Avec l'écriture? Avec ce gribouillage? La médiumnité en général, puisque toi ton outil principal c'est celui-là. C'est le seul outil d'ailleurs que tu utilises? Oui, j'ai rien d'autre. Je ne peux plus toucher les cartes, j'ai très vite mis de côté les cartes. Pour une raison particulière? Parce que ça me parlait plus en fait, je reçois directement dans mon troisième œil, c'est bizarre que je fasse ça, mais dans mon troisième œil. Et non, allez, je vais dire... les premiers flashs, en fait les premières scènes, je les ai eues en mai. Je crois qu'en août, j'avais plus rien. J'avais déjà, entre guillemets, je maîtrisais mon papier, mon crayon. Wow. Vraiment. Ouais, ça allait très très vite. Et alors, tu as commencé à faire des tests auprès de personnes que tu connaissais? Pas du tout. Comment ça s'est passé? Alors non. En fait, comme j'étais sur les réseaux sociaux, ça s'est très vite su en fait que je gribouillais en fait et que... Donc tu le faisais en live, c'est ça? C'est ça, ouais. Et donc les gens venaient te poser des questions et toi tu répondais... Exactement. Et alors c'est vrai que sur internet je trouvais ça facile en fait, c'est fou mais je trouvais ça facile. C'est pour ça que je me suis dirigé vers les contacts des défunts. 3 mois après je savais que fallait plus que je fasse de voyance, que c'était vraiment des dans le contact médiumnique en fait avec les défunts. Et alors donc tu as commencé les lives, donc ça a bien pris. Après est-ce que tu as commencé à ouvrir des séances Alors
collective. En fait, j'ai totalement arrêté les lives parce que je trouvais que Internet c'est tout et n'importe quoi et que on peut pas. Enfin, on n'est pas des brosses à dents, quoi. On prend un médium, on prend le jet, on veut une question, et puis après. Ouais, c'est un peu donc ça, ouais. très vite, je crois que 3 mois et demi après, c'était plié. Je me suis enlevé des réseaux sociaux avec plus de je sais pas combien d'abonnés. Je crois que j'avais 60 000 abonnés sur TikTok. J'ai pété le compte parce que c'était une horreur. Et j'ai gardé quand même mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, qui sont pour moi les réseaux sociaux de l'avenir, en fait. Vraiment. Donc TikTok, Vraiment. t'es plus Pas du tout dessus. Ah non, c'est la foire au bétail, en fait. Non. Et donc, c'est là où tu as commencé à proposer des séances très vite, ouais, en fait, très vite, j'avais toujours pas vendu le restaurant 3 mois après. Je me suis dit, allez, je vais faire ça les lundis dans mon restaurant. J'avais installé une petite pièce, en fait, où j'accueillais les gens, et puis au bout de 2 ou 3 mois, en fait, je travaillais plus qu'un jour dans le restaurant, donc j'ai décidé de le vendre. Et chose incroyable, en fait, sur le chemin de la vente du restaurant, je m'arrête prendre un café et je raconte un peu l'histoire aux gens qui étaient là du café. Et puis les gens du café cherchaient un restaurant à acheter, donc ça fait que j'ai même pas eu le besoin de le mettre en vente. Donc voilà, c'était juste magnifique. C'est que ça m'était prédestiné, on ne pouvait pas faire autrement. Et justement, dans ces cas-là, quand tu as des questions, est-ce que tu fais appel pour toi-même à mon guide, ouais. À ton guide. Cette fameuse petite voix qui est arrivée au départ, je l'ai apprivoisée, je sais que c'est mon guide, on m'a fait percevoir que c'est mon guide, et moi il s'appelle Guillaume, je peux lui donner son prénom parce qu'il est communicant et il aime le contact avec l'autre. Il y a des guides qui sont un peu plus... je sais pas comment expliquer. Secret. Ouais, secret ou un peu plus. Pudique. Pudique ou un peu plus en retrait. Donc voilà. Donc lui, il t'a donné la permission. Ouais, il m'a donné la permission de donner son nom, de dire qu'il est là. Donc voilà, j'ai vraiment pas de soucis avec ça, vraiment. Et par curiosité, parce que les guides, il y a plusieurs types de guides. Oui. Il y a les guides familiaux et les gudes qu'on ne connaît pas, a priori. Oui, alors c'est les guides spirituels qu'on ne connaît pas, qui est Guillaume. Alors, moi, il m'a donné son nom, mais c'est pas obligatoire. On peut l'appeler comme on veut, copain, je sais pas, peu importe comment on peut l'appeler. Et puis, il y a les guides familiaux qu'on sait qui c'est. Ouais. C'est soit un parent, peut-être un enfant, peu importe, et peut-être un ami qu'on a aidé, un voisin ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas, il n'y a pas de règles dans les guides. Et est-ce que tu peux, pour les personnes qui cherchent leur guide, est-ce que tu as des conseils justement pour pouvoir le trouver? Alors, lesquels? Les guides familiaux, les guides spirituels? Les deux. Les guides spirituels, c'est très, c'est un peu aléatoire. Il faut commencer une conversation comme on peut commencer une conversation avec quelqu'un. Ça, c'est important, comme on se parle. Est-ce qu'il faut avoir un état méditatif? Non, pas forcément. Il faut être un minimum. Et puis, surtout, pensez que le guide ne vous répondra pas et que ça soit pas automatique. Et qu'un jour, on ne sait pas pourquoi, il va y avoir un signe fort de ce guide. Je sais pas moi. Il y a un nom qui te passe dans la tête et puis d'un seul coup, tu vas entendre ce prénom dans la rue. Et là, tu vas dire, ah, c'est peut-être le prénom de mon guide famille, de mon guide spirituel, tu vois. Et puis, je pense qu'il faut pas se mettre de pression, faut pas forcer. Ouais, faut pas forcer, faut s'alléger l'au-delà. L'homme se complique beaucoup l'au-delà, vraiment, avec des tas de procédés, des tas de formations, des tas de choses qui, au final, plus il y a d'outils, moins on est compétent. Et plus on s'allège, plus on est compétent. En fait, je pense qu'il faut sincèrement percevoir que tous les outils, on les a sur nous et qu'on a besoin de rien d'autre. C'est pas aléatoire, moi il me faut un papier, un crayon, mais je suis persuadé que peut-être si j'enlève ce papier et crayon, ça fonctionnerait, mais c'est ma manière à moi. Mais sincèrement, au moins on a d'outils, au plus on est performant. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la médiumnité? Comment est-ce que ça se passe? Par exemple, une séance pour quelqu'un qui voudrait venir te voir.
il y a aussi beaucoup de clichés sur la médiumnité, donc peut-être balayer un peu déjà ça. Alors, quand on vient me voir, il y a des petites choses à savoir. C'est que j'ai pas un bouton on/off, ça déjà c'est important. Ça peut, dans un premier temps, ne pas se passer. Il peut rien avoir. Ça peut arriver. C'est pas grave. On se met pas une pression en disant c'est la faute du médium, il a rien vu. Non, non. Un contact défunt, c'est une alchimie entre le défunt, la personne qui vient me voir et moi-même. Et s'il n'y a pas cette grâce qui se fait avec cette énergie qui passe dans les trois, eh ben c'est loupé, il n'y a rien. Et c'est pas grave. On revient une semaine plus tard, ça fonctionne très bien. Et d'accepter aussi qu'il puisse y avoir plusieurs âmes qui puissent venir. On attend tous un papa, et puis finalement, paf, c'est un frère qui vient, ou un enfant d'une fausse couche, ou peu importe, ou un animal, peu importe, et accepter le message. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut être ouvert quand tu arrives. Oui, on a toujours un défunt en tête. Oui. On aura ce message du défunt en tête, mais le chemin entre le défunt en tête et tout ce que je vais vous donner, des fois, il n'est pas forcément droit. Avant d'arriver au défunt désiré, on peut avoir un petit coucou d'un ami qu'on a aidé ou de choses comme ça. Ce qui est difficile parce que souvent quand on vient voir un médium, en tout cas la plupart des gens traversent peut-être un deuil assez douloureux, et pouvoir gérer ses émotions et avoir cette patience et cette ouverture justement pour accueillir d'autres informations, c'est pas toujours évident. Est-ce que toi tu recommandes par exemple un temps entre guillemets entre le décès d'un proche et il n'y a pas vraiment de temps, je vois ce que tu veux dire, il n'y a pas vraiment de temps. Le temps nécessaire est le temps d'accepter le message. J'ai eu des défunts en lecture publique qui s'étaient envolés la veille et qui viennent et qui le lendemain nous disent voilà, coucou, je suis bien arrivé. Et il y a des défunts qui au bout de 70 ans ne communiquent pas avec une dame, avec la fille d'une dame. Il n'y a pas de règle. En fait, chaque défunt a moi j'appelle ça une identité, une empreinte digitale céleste qui fait que cette âme vient avec ses bagages de signes de reconnaissance et le laps de temps quand elle peut dire oui, non, je communique pas. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de règle. En fait, il y a autant de défunts qu'il y a eu d'hommes sur Terre. Voilà, tout simplement. Et il n'y a pas des choses importantes aussi, et c'est important quand on vient voir un médium, on se fait pas une liste avec. Alors, je me rappelle qu'il mangeait, je sais pas, de la paella le lundi, le mardi, c'était comme ça. Il va parler. Il faut élargir un peu les signes de reconnaissance. C'est-à-dire que si un défunt nous parle du mardi, mais que vous avez en tête le lundi, la journée du mardi, il l'a quand même vécu. D'accord ? Je sais pas si c'est très compréhensible, mais c'est important de pas s'arrêter. En fait, de son prisme à soi. Exactement. Parce que ce qui est important pour la personne qui vient de me voir n'est pas forcément important pour le défunt qui communique. Aussi. Et toi, tu es au service des deux, donc parfois c'est. C'est ça. Le plus dur, c'est pas de recevoir, c'est de mettre en corrélation et le vivant et le céleste. Et c'est là où il faut qu'il y ait une grâce qui se passe. Sinon, c'est pas possible. Et est-ce que toi, il te donne des informations justement sur ce qui se passe après le passage, on va l'appeler comme ça. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que ça, c'est un sujet qui est passionnant et c'est vrai que la plupart des gens dans notre société ont peur de la mort. Est-ce que toi, justement, tu as des paroles peut-être un peu plus rassurantes? Alors, oui, il y a ce fameux passage. En fait, ce que l'homme a peur, c'est la souffrance. Le passage en lui-même, en fait, c'est un claquement de doigts, on passe et exactement. Et puis l'âme fait... moi, je dirais, on passe de l'état solide à l'état gazeux. On change juste d'état. L'eau solide, c'est nous, et gazeuse, c'est les célestes, en fait, mais il y a toujours de l'eau. On est accueilli par les énergies vibratoires de l'autre côté. Ça peut être un parent, ses guides. On est vraiment accueilli, et il y a des guides et des énergies qui nous montrent comment ça se passe de l'autre côté. Un peu nos règles terrestres, et ben il y a des âmes qui nous montrent les règles célestes de l'autre côté. C'est nos guides. Alors c'est pas considéré comme du travail, mais presque. Pour nous c'est le travail, mais on a mis ce mot travail. Qu'est-ce qu'ils font s'ils travaillent ou pas? C'est plutôt une mission, quoi. Ouais, c'est une mission, mais même mission, je trouve que c'est parce qu'il n'y a pas de
il y a quelque chose qui ne pourrit pas l'au-delà, c'est l'argent, en fait. Tout est fait avec bienveillance et presque avec un amour inconditionnel. Et si on n'est pas dans l'amour inconditionnel, on est juste dans une autre sphère, dans un autre champ vibratoire. Ce qu'on appelle le bas astral? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Juste le bas astral, c'est autre chose. D'accord. Juste dans une bulle vibratoire d'une famille d'âmes, en fait. Et il y aura plusieurs familles d'âmes. Et c'est pas parce que deux familles d'âmes deux vibrations ne se correspondent pas qu'elles sont malheureuses. C'est juste deux mondes différents, deux états différents, et voilà, tout simplement. Le bas astral, c'est différent. Le bas astral, c'est différent. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. Là, je vais me faire crier dessus par la police de la spiritualité, mais c'est pas... que c'était un sujet... Le bas astral, la réincarnation, tout le monde a la sienne, et en fait, personne ne sait rien. Et moi, pareil, ce que je vais vous donner, c'est ce que je perçois, et j'ai pas la science infuse. Exactement, moi, je pense que le bas astral, alors, il y a des âmes qui sont très noires. J'ai jamais eu droit à faire à ça. Et après, il y a le bas astral, comme on peut penser. C'est juste des âmes, en fait, qui sont tombées dans l'oubli et qui veulent dire, voilà, je suis là, je vais bien, et ne m'oubliez pas. Et c'est celles qui se manifestent. Exactement, parce qu'elles font coucou, je suis là, coucou, vous. Et puis c'est un peu violent parce qu'on n'a pas les mêmes codes du terrestre au céleste. Et ben voilà. Dans ces cas-là, il faut petit conseil si vous êtes embêté ou dérangé par des âmes errantes, moi j'appelle ça. Vous leur dites simplement que vous les avez vues et que vous pouvez rien faire pour elles. Voilà, et vous leur envoyez de l'amour et tout va bien. Petite précision, moi, jamais une âme m'embêtera. Sinon, entre guillemets, je change de chemin. Et moi, il y a quelque chose qui m'horripile quand il y a des médiums qui disent oui, il est venu m'embêter dans la nuit. Ben, si t'es médium, tu dois recevoir presque à toute heure comme Ils connaissent pas les horaires de bureau. Ben, c'est un peu ça. Change de bureau. Change de bureau. Non, change de métier si tu veux pas te faire embêter par les âmes, tout simplement, entre guillemets. Même si le métier, c'est pas un métier, c'est un chemin. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est plus, comme tu dis, exactement. Une mission de vie. Un chemin qu'on emprunte et qu'on essaye de faire au plus juste, enfin pour moi. Et justement, t'as pas eu d'expérience entre guillemets négative, mais est-ce que t'as eu peur parfois J'ai eu peur. Si j'ai peur quand c'est même pas de la peur, c'est parce que je connais pas. Quand il y a des âmes qui me demandent de prendre ma place, 5 minutes, ils me disent est-ce qu'on peut prendre ta place? Là, je me mets un peu en retrait, je leur dis non. Je leur explique, tout est négociable. C'est télépathique, mais tout est négociable. Donc toi, quand tu communiques avec eux, c'est uniquement à voix, dans ta tête? Non, ça peut être à voix haute? Non, ça peut être à voix haute. Si vous regardez les vidéos, des fois je les engueule doucement. Je me retourne comme ça et je leur dis doucement. Et qu'est-ce qui marche le mieux? Peu importe. Ouais, peu importe. C'est pareil, c'est en fait, ça dépend du défunt qui vient me voir. Voilà, tout simplement. Et ta plus belle expérience ou ton plus beau souvenir j'en ai tellement. J'imagine. La plus belle ou j'ai la plus émouvante? La plus émouvante, j'ai eu une demande en mariage en fait d'un défunt qui est venu qui est parti en fait d'une grave maladie et qui avait promis en fait à sa femme, à sa chérie en fait de l'épouser et voilà, ça n'a pas pu avoir lieu et en lecture publique il m'a demandé presque de s'agenouiller, de lui faire une demande en mariage et je me suis exécuté parce que je ne suis que le serviteur des âmes. Ça c'était émouvant. Après chaque lecture est émouvante. Chaque lecture est émouvante. Après, il y a des choses un peu plus drôles. Mais bon, voilà. Ouais, bien sûr. Et puis, il doit y avoir aussi des moments difficiles parce que, on parle avec des défunts. Tout est compliqué parce qu'on parle avec quelqu'un qui est pas présent et où il y a le deuil en fait au milieu. Mais justement, c'est parce que aussi notre société fait que la mort présente quelque chose dont on a souvent peur et ce qui met un poids, comme tu disais, que toi t'essayes d'enlever justement en le faisant quelque part. J'essaye de le faire avec en démystifiant un peu tout ce qu'il y a autour de la mort et en disant après tout ils sont avec nous et ok ils sont passés dans un autre état mais voilà la tristesse finalement.
Ouais, c'est comme je dis toujours, j'essaye de mettre un petit pansement sur cette plaie qui est inguérissable, le deuil. Bon, Ouais. je fais au mieux. Ouais, C'est ouais. pas évident, mais je fais au mieux. Je fais au mieux, ouais. Et je sais que tu es parti, autre sujet, je sais que tu es parti au château Domaine de Fougeray. Comment on appelle ça? Château de Fougeray. Château de Fougeray, oui, pendant Est-ce que 3 jours. C'était juste magnifique. génial. Est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que Ah c'est- oui, non, c'est pas top Enfin, si secret. ça te, si Non, ça non, pas te du tout. dit. J'ai une chance incroyable que, au bout de presque 3, enfin ouais, on va dire 3 ans maintenant de lecture publique, j'ai Véro un beau matin, un beau jour qui m'a appelé, et qui m'a dit: est-ce que tu veux intervenir pour, j'aime pas le mot animer, mais pour délivrer des messages dans nos ateliers? Et j'ai de suite accepté parce que pour moi c'est un grand honneur de passer au château de Fougeray. Est-ce que tu peux dire ce que c'est justement le château de Alors, Fougeray pour les gens qui connaissent le pas? château de Fougeray, c'est un château qui est dit comme le plus hanté de France. Il se trouve où? À Caux, Je sais pas où c'est. C'est dans le centre de la France? voilà, à quelque Caux. part Une grande ville peut-être? C'est à 3 heures de Clermont-Ferrand. D'accord. Voilà. On se situe à peu près. Ah, voilà, il y a Clermont-Ferrand et c'est un tout petit peu Ok. plus haut. Là, je vais me faire crier dessus Ouais. si j'ai pas. Bon. Après sur Google Maps. Voilà, exactement. Exactement. C'est un très bel endroit. C'est un endroit qu'il faut aller. Après, bien entendu, c'est comme tout. Tous les soirs, il n'y a pas c'est pas poltergeist où il y a les meubles qui tombent comme ça. Dans les films. Ouais. Oui, c'est ça. La médiumnité c'est quand même quelque chose de subtil. C'est des ressentis. C'est voilà. Il y a une atmosphère particulière au château de Fougeray. Moi, je délivre des messages pendant 4 heures pour les D'accord. ateliers, sur 3 jours. Le château, en fait, C'est prend mon bon. énergie, me redonne de l'énergie. C'est très particulier. Et le château a ses têtes. Pas tout le monde peut... Ouais, le château a ses têtes. Il y a aussi Véro qui fait la Ouija. Alors, ça peut porter un peu avoir peur ou des choses comme ça, mais pas du tout. La Ouija, si c'est bien fait, c'est Ouais. comme tout. C'est comme le pendule ou les cartes. Il faut juste prendre ses dispositions et prendre ses précautions quand on utilise la Ouija. Et puis, eux, les fantômes, entre guillemets, les âmes de l'autre côté, quand si on y va en rigolant, eux, ils vont rigoler. Mais leur sens de l'humour n'est pas le même que le nôtre. Donc, eux, ils vont faire avec leur sens de l'humour, qui nous terrorise. Ouais. Voilà. Donc, il faut avoir cette juste mesure à avoir du respect et avoir un petit peu de détachement, avoir ce côté un peu enjoué, un peu. C'est important d'être enjoué et de dire waouh, dans l'émerveillement des choses. Voilà, ça c'est important, dans l'émerveillement des choses. La spiritualité, la médiumnité, tout ce qui a trait un peu. Il faut être émerveillé de ce qu'on reçoit et de ce qu'on voit Et garder son âme ouais. d'enfance en fait. Avoir Ça, de la c'est très- gratitude. Oui, oui. De s'émerveiller, que même si on reçoit peu, l'émerveillement du message, peu importe le message. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces ateliers? Déjà, est-ce que tout le monde peut participer? Comment ça Oui. s'organise? Est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance? Oui, alors le château de Fougeray, en fait, vous pouvez y dormir. Alors, il y a un an d'attente. Ah ouais. Ah oui, bah d'accord. Il y a à peu près un an d'attente. Des fois, il y a des délais. Ouais. Faut regarder, des fois, Véro, mais il y a des désistements, des choses comme ça, D'accord. un peu comme moi des fois, et ça permet d'avoir des rendez-vous un peu plus tôt. Mais D'attente. les ateliers, c'est bien parce que vous avez votre repas, vous avez votre nuit dans le château, et vous avez le petit déjeuner. D'accord. Parce que ça se déroule les ateliers pendant la nuit, c'est ça? Oui, entre 10h du soir et 1h30, 2h du matin. Ah ouais. C'est très très bien, c'est une atmosphère. C'est vraiment à essayer, c'est vraiment à voir. C'est vraiment à voir et à faire en fait le château, vraiment. Et c'est combien de personnes qui sont accueillies par nuit? Alors c'est 23-24 personnes Ah maximum. oui, donc c'est des petits groupes quand C'est même. des petits groupes de 4 à 6 personnes. Et donc chaque groupe fait des ateliers Voilà. différents, c'est ça? Il y a de la numérologie, il y a, moi je fais les contacts défunts, Ouais. il y a des fois de la transcommunication, de la fameuse TCI, il y a aussi la Ouija, des fois ils font bouger le guéridon, c'est un peu vraiment... moi je pense que c'est des expériences un peu comme au temps d'Alan Kardec.
Pour ceux qui connaissent pas, eh ben, je vous inviterai c'est le précurseur de toute la médiumnité, des choses comme ça, de la New Age, des choses comme ça. Enfin, c'est si les auditeurs veulent aller voir, ça a été les premiers à faire la Ouija, les guéridons, les choses comme ça. Les centres spirites, on appelle ça. Et voilà, où il y a eu les premières révélations. Voilà. Et toi, pendant ces ateliers, est-ce que donc tu délivres des messages aux participants? Est-ce que tu ressens que le fait d'être dans ce lieu te permet plus facilement justement de recevoir les messages? Donc ça a un vrai impact. Ça a un vrai impact. Après, quand on sort de là, on est un peu rincé. J'avoue que j'ai 2-3 jours un peu compliqués. Voilà, pour me remettre en tête, mais vraiment. C'est juste magnifique. Quand on est dedans, là, je suis en train de publier les vidéos petit à petit. J'ai des messages où je donne l'heure de naissance d'un enfant. Je donne, je sais plus, des mois de naissance. Je donne carrément des jours de naissance. En fait, voilà, c'est très détaillé. C'est des choses très détaillées. Pour moi, c'est ça la médiumnité. Comme je dis toujours. J'essaye de pas trop faire du Jean-Michel à peu près, parce que c'est pas, voilà. Et comme tu dis, toi, tu donnes des signes de reconnaissance au début. Essentiel. C'est ça pour que les gens puissent effectivement. Que ce que je dis, par exemple, à toi, je peux pas le dire à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Pour qu'après les je t'aime résonnent réellement. Les je t'aime, je suis fier de toi, résonnent réellement, parce qu'on peut pas. C'est important de savoir à qui on parle. Parce que tu sens qu'il y a quand même une méfiance encore autour de la médiumnité. Oui, et c'est important parce qu'il y a des gens qui peuvent profiter de la peine des gens et ça, c'est pas bien. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet là-dessus. C'est vrai que comme les gens sont en position peut-être de faiblesse pour certains. Ça, c'est pas bien. Et ça, il faut pas. Ouais. Ça, faut pas. Et vraiment, il faut le conseil que j'ai à vous donner quand vous allez voir un médium, oui, justement, comment est-ce qu'on peut choisir les signes de reconnaissance, ça c'est essentiel. Il en faut au moins 1 ou 2, mais très fort, hein. Quelque chose qui appartient vraiment aux défunts. Et puis surtout le bouche à oreille, ça c'est important. Et puis si un médium vous dit je peux vous prendre demain, voilà, vous l'appelez et vous dites oui je peux vous prendre demain, ou non mais c'est bon je peux vous prendre tout à l'heure, c'est pas bon signe du tout, parce que il faut qu'il y ait, je pense qu'un médium, un médium digne de ce nom, il y a un peu d'attente, vraiment. Ouais, exactement. Et justement, pour les gens qui ne sont pas dans le sud de la France, toi, à part le bouche à oreille, tu recommandes quels sont, à part ces éléments-là, est-ce qu'il y a des choses à checker Non, après, c'est vraiment le bouche à oreille. Et puis, les médiums qui passent dans les associations, généralement, les associations d'aide au deuil, c'est important. Ce sont des associations qui choisissent leur médium. Et puis, il faut ressentir un médium, vraiment avec ces signes de reconnaissance. Oui, parce que toi, tu participes justement à des associations. J'ai 48 dates qui arrivent, en fait, quasiment toutes les semaines. J'ai une chance incroyable. Vraiment. Dans toute la France? Dans toute la France. Wow. Ouais, je passe par Marseille, par Toulouse, par Lyon, par Clermont-Ferrand. Je retourne au château de Fougeray, un peu moins vers l'est et vers Paris, mais tout ça, je et puis j'aime bien les petits villages aussi dans le 06. Je fais Place Cassier, je fais Villeneuve-Loubet. Toi, t'es originaire du sud? Je suis originaire de Mougins, exactement. Et c'est vrai que j'ai démarré à Nice. Et alors j'ai une petite question plus personnelle. Comment est-ce que tes proches ont réagi? Alors très bien. De toute façon, on peut pas nier ce qu'on est. En fait, c'est comme souvent les gens me disent, mais en fait, comment on sait qu'on est médium, ou comment on sait que on reçoit ça? Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que on sait qu'on est médium, comme on sait qu'on est une fille ou un garçon. C'est une évidence absolue, en fait. Donc, les proches, il faut qu'ils m'acceptent avec l'évidence absolue que je sois médium. Donc, ça passe ou ça casse. J'ai pas eu de soucis, en fait. Et personne n'a eu peur autour de toi, pour toi? Non, j'ai peut-être une cousine qui m'a tourné le dos, qui me parle plus, mais en fait, je m'en tape. Voilà. C'est ça. Et puis, je pense que ce que tu fais pour les autres, ça a tellement aussi de valeur, et tu dois sentir aussi. Vraiment, je sens que je suis dans le juste chemin, parce que j'ai beaucoup d'amour,
je commence à avoir beaucoup de délais d'attente aussi, et ça m'embête un peu, mais je peux pas faire autrement. Donc, t'as combien de délais d'attente pour les auditeurs qui voudraient... Début 2025. Ah, déjà? Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Ah oui, il faut s'y prendre très en avance, quasiment comme le château de Fougeray en fait. C'est un peu ça, ouais, début janvier 2025 maintenant. Incroyable. Merci là-haut, Ouais, mais peut-être c'est parce que je fais bien mon travail entre guillemets, et pour moi c'est important de le faire bien avec passion, et surtout une chose essentielle, c'est que vous venez me voir, il y a rien, je vous dis il y a rien, on revient, c'est pas grave. Voilà, ça c'est essentiel. Est-ce que tu as une typologie de profils qui viennent te voir particulièrement, ou est-ce que c'est plus des femmes, des hommes, Alors au début j'avais beaucoup de femmes, et ça se mélange, ça se mélange un peu plus, et moi je suis très content parce que j'ai de plus en plus de jeunes entre 20 et 30 ans, et moi j'adore les émerveiller, ces jeunes, parce que quand un défunt, comme j'ai eu au château de Fougeray, me dit, tu vois, t'es venu au château et t'as eu un problème d'embrayage. Je lui donne carrément le souci qu'elle a eu, et j'ai eu de faire ça avec les pédales. Et là, quand t'as la maman et le fils qui me regardent comme ça, et qui a cet émerveillement dans leur regard en disant, waouh, mais en fait il est juste à côté. Je sais plus si c'était son ami, son mari, enfin bref, peu importe. Et ben, pour moi c'est tout gagné. C'est le waouh en fait dans le regard des gens, c'est mon plus beau salaire aussi. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Et est-ce que tu sens que justement le regard sur la médiumnité, il est en train de changer? Il est en train de changer un petit peu. Après, il y aura toujours des gens qui diront oui, c'est un charlatan, mais c'est bien. Et puis je m'en fous. Et puis alors, j'ai même reçu des appels comme quoi j'étais une secte, j'ai presque des menaces de mort, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est quand même. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas. J'ai tellement de récompenses et de belle énergie quand je donne un message et que j'ai ce sens des émerveillements, que pour moi c'est. Ça prend le pas sur tout ça. Voilà, ça prend le pas. Et puis c'est très fin, c'est voilà. On s'en remet. Hein. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu pourrais nous parler des bienfaits de la médiumnité justement pour surmonter un deuil? Alors les bienfaits de la médiumnité, c'est un peu compliqué. Alors est-ce que ça peut être un outil justement pour surmonter le deuil en complément de quelque chose? Parce que c'est vrai que c'est une question qui est difficile. Je sais pas si on parle de bienfait, juste d'apaisement. Je pense que la médiumnité n'est pas une pratique comme on peut avoir comme un cours de sport ou quelque chose comme ça. C'est plus quelque chose qui apaise l'âme. Ouais, c'est plus quelque chose qui apaise l'âme, la médiumnité. C'est pas vraiment. Et justement, en termes de séances, j'imagine qu'il y a des gens qui, pour garder le contact avec les gens qui sont perdus, essayent d'avoir des séances rapprochées. Qu'est-ce que tu... Non, alors ça je veux pas. Voilà, c'est quoi ton... Déjà une personne qui vient me voir, il faut attendre un an et demi après pour avoir un contact, parce que au final après c'est comme si le défunt, qu'est-ce qu'il va dire? Bah t'as fait ça, oui, ok, mais si toutes les semaines, si c'est pour lui donner qu'il n'y a pas plus d'éléments, le défunt déjà peut-être ne viendra plus. D'accord. Ou moi, ou pas. Mais je sais pas comment expliquer. Pareil, il faut pas être addict, il faut avoir la juste mesure des choses. Je vais pas terminer. Je vais introduire rapidement, parce que j'ai mon guide en fait qui m'aide à parler. C'est fou, mais c'est comme ça. Et surtout, il faut apprendre surtout à recevoir les messages par soi-même. Ça c'est important. On n'est pas tous médiums, mais on peut recevoir des messages et la subtilité des messages dans le quotidien. Voilà. Donc, il faut des fois un peu se prendre en main et puis dire voilà, est-ce que tu peux m'envoyer un message? Et c'est important d'accueillir les messages. Ça c'est. Et ça, pareil qu'avec le guide, comment est-ce qu'on peut tu lui parles. Arriver à... on lui parle et on attend que ça vienne. Exactement. C'est ça. Ouais, des fois ça vient pas, mais c'est pas grave. Il faut être persévérant, il faut être... et puis comme j'ai dit, la médiumnité, c'est des moments subtils, c'est un chiffre qui apparaît, c'est une couleur, c'est un parfum, c'est plein de choses, mais
Faut être attentif. Exactement. Et est-ce que tu as le sentiment Et d'avoir... c'est pas un coiffeur attentif. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir aidé justement des gens à surmonter Oui, leur deuil oui. Ça, je suis très content parce que je commence à avoir aidé pas mal de personnes à faire le deuil de leurs envolés. Ça n'a pas de prix pour moi. C'est un beau cadeau que là-haut, ils me permettent d'avoir et de faire et de transmettre. Et est-ce que tu as des anecdotes un peu drôles sur des cas Oui. Au château de Fougeray, je vais continuer avec les derniers où l'envolé me dit je suis très content parce que tu vois donc je parlais à une jeune fille et puis elle lui dit tu vois je suis très fière du cadeau qu'il t'a offert ton chéri, donc ok, j'aime beaucoup les dessous qu'elle t'a offert rose ou rouge, je sais plus, en fait c'était exactement ça s'était produit juste il y a une semaine, et ça c'est des signes qui sont très particuliers. Ah, c'est précis. Ah oui, c'est précis. Et en fait elle a rigolé parce qu'elle a dit voilà, on va tout savoir, surtout en séance publique. Mais en fait du moment que les personnes sont en séance publique, j'ai l'autorisation de donner les éléments. C'est aussi important. Je m'autorise pas à aller dans la rue comme ça, à dire voilà, je demande toujours, est-ce que vous êtes d'accord que je vous transmette un message, est-ce que ça va pas vous perturber ou des choses comme ça. Tu demandes à la personne avant? Toujours. Si elle croit en la médiumnité et si elle veut bien que je lui transmette un message. C'est un peu comme une signature d'un contrat céleste. Et est-ce qu'il t'arrive d'avoir, par exemple, de croiser des gens dans la rue et d'avoir des messages sans... Oui, mais je m'autorise pas. Ouais. Je leur dis non, on peut pas. D'accord. Hein. Et même pour tes proches? Ah oui. Alors pour les proches, ça alors bien, parce que les proches, moi je reçois pas beaucoup pour les proches, sauf dans les rêves. Alors j'ai le côté médiumnité avec le jour, et j'ai la médiumnité la nuit dans les rêves. Souvent je reçois des choses des proches dans les rêves. Voilà. Incroyable. Ouais. Et pour ceux qui ont un peu peur de la médiumnité, est-ce que tu aurais un conseil justement? Trembler. Parce que... Non, je plaisante. Parce que c'est vrai qu'il y a toute cette imaginaire, parce qu'il y a une filmographie autour de ça, les esprits, c'est beaucoup le cinéma en fait. Oui, c'est le cinéma, qui a mis tout ça. À l'époque, il y avait comment ça s'appelait, Ghost Whisperer. Alors j'ai pas le brushing qui part dans tous les sens quand il y a un défunt qui vient. Il n'y a pas du vent ou des choses comme ça. Mais non. Et puis vous savez, en 3 ans, j'ai pas. C'est très rare que j'ai annoncé un échafaudage qui tombe sur la tête de quelqu'un. Hein. Donc voilà. Et ils peuvent rien nous faire. Non. Enfin non. Ils peuvent pas nous faire mal. C'est ça que je veux dire. Ils peuvent juste nous faire peur, c'est ça? Le fameux bout de tout à l'heure. Et encore, c'est même pas pour faire peur, c'est juste pour communiquer. Ouais. Voilà. Après, nous, notre œil humain, elle est pas prête de comprendre tout ça. C'est pour ça qu'on a peur, parce qu'on comprend pas. Est-ce que tu penses que certaines personnes, dans certains cas, ne devraient pas consulter un médium? Ou tu le déconseillerais dans certains cas? Quand quand l'endeuillé, en fait, c'est quelque chose de vital pour lui. En fait, il faut pas que les mots que je vais donner, alors oui, ça va apaiser, mais il faut pas que une personne, si elle vient me voir, que si ça fonctionne pas, ou s'il y a peu, ou si le défunt veut pas parler, ça soit pire que ça vient pas forcément d'eux. D'accord? Et puis non, après il n'y a pas de contre-indication, on chope pas des boutons partout. Bon, moi j'ai un peu plus mal à la tête, mais on chope pas des boutons partout parce qu'on va avoir un médium ou des choses comme ça. Moi j'ai la chance, comme je t'ai dit, d'avoir une médiumnité un peu gaie. C'est pour ça, tout simplement. Super. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire pour démystifier la médiumnité? Non, je pense que il faut voir la médiumnité un peu quand on vient recevoir des messages, entre guillemets, faut être un peu détaché du message, ça c'est important, en jouant et en jouer avec ce faciès un peu enjoué, un peu presque euphorique, hein,
en fait, parce que l'énergie, en fait, d'émerveillement, de joie, c'est là où les messages passent le mieux, j'ai remarqué. Un enfant qui reçoit des messages, ça passera toujours plus, parce qu'il n'y a pas le filtre. Il faut avoir ce côté enfant quand on vient me voir. Ça, c'est essentiel. Et justement, les enfants... C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais il ne faut pas en attendre trop. C'est parce qu'on n'en entend pas trop qu'on a beaucoup. C'est comme ça. C'est logique. C'est logique, mais c'est comme ça. Voilà. Et justement, tu parlais des enfants. C'est vrai qu'on dit que souvent que les enfants, ils ont beaucoup plus de facilité à avoir... Oui, j'ai fait le test sur... J'aime bien tester un peu les gens à la fin, savoir s'ils ont des ressentis, des choses comme ça. Et j'ai fait le test avec 2 enfants la dernière fois à Place Cassier dans le 06. Et en fait, les 2 enfants qui n'avaient pas le filtre d'adultes ont reçu des messages magnifiques. Magnifiques. Et les adultes qui ont voulu essayer de faire la médiumnité, c'était... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus on se met de barrières et plus ça ne passe pas. Tout simplement. Ouais. Mais justement, est-ce que tu penses que tout le monde peut avoir, oui, ou en tout cas arriver à pratiquer aussi, la médiumnité? Oui, mais tout le monde n'est pas. C'est ce que je dis toujours. On peut peindre, on peut chanter, on peut, je sais pas, jouer du piano, faire d'un instrument, mais on n'est pas tous des Mozart. On n'est pas tous des Picasso. On n'est pas tous des Lady Gaga ou Madonna, peu importe. C'est très injuste. On ne sait pas pourquoi telle et telle personne a cette capacité qui se développe, c'est comme ça. Mais on peut essayer. On peut essayer, oui. Ah oui. Et puis, en se protégeant aussi, peut-être. Ouais, moi je me protège pas trop en fait. C'est vrai. Ok. Ouais. Ça c'est. Mais bon, ça c'est encore se mettre des barrières de dire qu'il faut se protéger. C'est vrai qu'on entend souvent. Pour éviter justement d'être embêté par des esprits. Oui, mais si tu veux être médium, le but c'est que tu reçoives les esprits. Donc si tu veux empêcher quelqu'un de venir te voir, tu empêches les autres aussi. Donc il n'y a pas de cérémonial à pratiquer en début? Moi je me mets en condition et puis j'augmente mes vibrations, je sais pas comment je le fais mais ça va tout seul et puis après je commence à avoir ces fameux flashs qui arrivent et avant je prenais des notes, j'ai plus besoin de ça maintenant. Je me mets dans une salle et puis j'ai les âmes qui sont un peu en superposition. Comme ça. Et j'ai une question, alors peut-être tu me diras si tu veux y répondre, mais donc tu nous dis qu'il y a des familles d'âmes donc qui se rassemblent après leur décès, et comment est-ce que les vies antérieures du coup sont superposées Les vies antérieures, j'y touche pas. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous eu une vie avant la vie. Quand on passe dans l'au-delà, on est dans l'au-delà. On meurt pas, on est. C'est une naissance de l'autre côté. Mais on ne doit pas savoir ce qu'on a fait avant. Oui. C'est comme s'encombrer d'un ex-copain et penser toujours à l'ex-copain. Ah, je fais pas ça parce qu'avec lui. Non, non. Oui. Il faut vivre sa vie vraiment sans penser aux vies d'avant. C'est ça. Et si on a des réminiscences de la vie d'avant, c'est que là-haut, ils ont mal fait leur travail. Donc c'est pas votre faute. D'accord, et je pense que c'est pas essentiel de. Donc on ne doit pas chercher là-dedans. Non, vraiment. En tout cas. Il y a des. Là, je vais me faire huer, mais c'est pas grave. Je vais avoir plein de messages en disant oui, il peut pas parler de ça. Les vies antérieures, c'est important. Ça m'empêche d'avancer. Tu vas avoir des messages comme ça, mais on s'en fout. Parce que moi, quand je rentre dans un lieu, j'ai des frissons partout. Je sais que je suis déjà venu ici. Bon. Non, les vies antérieures c'est très compliqué. Et puis dans les vies antérieures, on remarque beaucoup qu'il y a plus de druides, de princesses, de Jules César que de clochards du Moyen Âge. Ils ont tous eu des vies mais complètement incroyables. Alors que pourtant. Et ça les empêche d'avancer dans cette vie. Voilà. Ouais. Ils ont tous eu des reines, des Jules César, des choses comme ça, et ils ont des blocages dans cette vie. Normalement, ils auraient été plutôt bien, non? Voilà. Et comment est-ce qu'on peut rester dans l'au-delà et se réincarner? Est-ce que notre âme, elle se dédouble? Je ne sais pas si tu comprends ma question. En fait, non, l'âme se dédouble pas. L'âme, en fait, il y a toujours une empreinte. Un peu comme... une énergie non, un peu comme les fossiles des dinosaures entre guillemets, on trouve des fossiles, des choses comme ça. Et ben l'âme, quand elle s'en va, qu'elle se réincarne,
pour moi, après la réincarnation, je vais quand même donner, c'est une fois qu'une âme n'attend plus personne, elle part dans le chemin de la réincarnation. C'est-à-dire que... Donc il faut y a plusieurs générations. Exactement, exactement. Après, il n'y a pas de règle. Il y a des âmes qui sont dans l'oubli total très rapidement, qui se réincarnent pour se recréer en fait une famille. Je pense que l'âme humaine a besoin d'être en groupe pour avancer et transmettre. Au moment où elle peut plus transmettre et au moment où elle peut plus, où on l'oublie, l'âme commence à errer et part en fait pour la réincarnation. Mais c'est que mon avis, attention. Ouais. Et justement, j'avais une autre question par rapport à ça, et tu me donneras ton avis. Oui. Puisqu'on a a priori plusieurs vies, quel est le but ultime et à quel moment on peut dire que ça s'arrête? Eh ben, j'en sais rien. Je pense qu'il n'y a pas de fin, mais j'en sais rien. Et je défie quiconque que de dire oui, moi je sais. Non, on a tous un morceau du puzzle. En fait, tout le monde a tort et tout le monde a raison. Tout le monde a une partie de l'au-delà et tout le monde a tort parce qu'en fait, chacun a sa partie. Et je pense sincèrement que l'âme et l'esprit, en fait, se créent des mondes un peu parallèles et des mondes, des mondes parallèles. Et justement, les défunts avec qui tu parles, toi, tu connais toute leur vie, ou tu connais Alors juste non, la vie j'ai vraiment que des bribes. Ouais. Et j'ai vraiment que les bribes quand les personnes viennent me voir. D'accord. Vraiment, les endeuillés viennent me voir. Voilà, où j'ai ces moments de vie, ces instants de vie du quotidien, qui au final, dans la plupart des cas, c'est des âmes qui ont eu une vie ordinaire sur la terre, mais t'as jamais eu de roi, de prince, non, d'acteur célèbre? Non, c'est marrant parce que si j'ai eu une dame au château de Fougeray qui m'a dit, c'est pas anodin, qui m'a dit, qui était fan de la reine Elisabeth et qui m'a dit j'ai retrouvé la reine Elisabeth de l'autre côté et on s'entend bien. Elle m'a dit. Alors hasard ou pas, j'en sais rien, mais voilà, c'est tout. J'ai pas eu ni Claude François ni Johnny. Pas encore. On n'est pas dans du. Pas encore. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci pour ton temps.